Donc, merci, Monsieur le Président, pour enchaîner être dans la complémentarité par rapport à ce qui a été dit. Donc, je tiens tout d'abord à reconnaître une certaine défaillance technique par rapport à la présentation de Monsieur Mustapha. Donc, peut-être la raison, c'était qu'il a été préparé dans un terminal très archaïque et très antérieur par rapport à la dernière version des PowerPoint, etc. Mais ça n'empêche, je me suis dit peut-être je vais être dans la logique de brainstorming, donc pour être dans le timing donc, dévolu par la présidence et l'organisation. Donc, je vous propose de commencer par cette citation qui met en contexte un peu le projet, donc c'est-à-dire le projet de l'initiative atlantique marocaine. Donc, à l'époque, donc, le roi, en 2014, a dit que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Donc, ça constitue plus ou moins le credo de cette logique afro-africaine. Aussi, il y a un certain panafricaniste qui s'aligne par rapport à ça. M. Chokandi a parlé autrement de ce qu'on appelle la logique d'autodéveloppement et de ce qu'on appelle le développement endogène, loin des logiques asymétriques nord-sud, ou même trilatérale, dans la logique où le bailleur de fonds serait toujours occidental et la mise en œuvre accordée à un pays plus ou moins avancé, mais la logique quand même, disons, qui n'est pas égalitaire, qui est asymétrique, il prédomine. Donc un certain Senghor a dit comme quoi, pour bâtir une Afrique unie, il faut aussi s'atteler sur cette question de convergence culturelle, de convergence au niveau politique qui était d'égal à égal, pas de logique, donc on est le monde civilisé et l'Afrique, il est autre chose, ou plutôt la mission salvatrice de la colonisation à laquelle on doit quand même faire le crédit d'être dans ce qui a été aussi exprimé par un certain De Gaulle en 1956, lorsqu'il a été question des indépendances. Il a dit comme quoi on n'a pas de problème en tant que colonisateur, il n'a pas dit colonisateur, mais sous-entendant que on n'a pas de problème de passer aux indépendances, ce qui a été aussi qualifié autrement dans les post-indépendances, à cette logique d'indépendance, tant que la coopération, c'est-à-dire le Cotonou, les Lomé, les différents processus de coopération, nous assurent cette logique-là de dépendance. Et de là, il est paru le terme de ce qu'on appelle l'indépendance dans la dépendance. Bien sûr que ça a été une économie d'échelle pour eux. Avant, il y avait Bournazel, il y avait je ne sais pas quoi, le colonel tel et tel, il était déployé en Afrique. Avec cette coopération et ce qu'on appelle les accords des indépendances, l'objectif économique et géoéconomique, il est gardé à moindre coût. C'est pour cela qu'il a dit De Gaulle comme quoi il n'y a pas de problème pour la France d'être dans cette logique de coopération, tant que les objectifs, ils sont toujours là. Élément de contexte national, pour ne pas très s'attarder sur les questions de contexte qui ont été bien expliquées, plutôt présentées par les collègues. Il y a l'affirmation, donc cette initiative atlantique, nommée aussi le processus des États africains atlantiques après, est venu dans un sillage global qui était de l'affirmation de l'économique dans les relations internationales avec en corollaire le repli des idéologies suite à la dislocation de l'URSS en 1991 et la mainmise de ce qu'on appelle le système de la mondialisation. Le contexte aussi d'avènement se caractérise par une certaine montée de plusieurs économies du continent africain avec des niveaux de croissance qui étaient entre 6% jusqu'à 8%, ce qui a constitué pour le monde, ce qui a été caractérisé ou plutôt qualifié par quelques leaders des grandes puissances comme étant l'avenir, comme étant un continent d'avenir, l'Afrique. Donc, ce qui a fait que les projecteurs se sont braqués sur le continent avec le début du millénaire. La nouvelle doctrine, donc, qui a été, avec l'intronisation du roi Mohamed VI, qui était l'amorce de ce projet africain du Maroc. Et là, je parle aussi de la logique africaine pour dire au parallèle peut-être la logique européenne quelque part. Et là, il s'est avéré pas du tout concluante. Donc, ce qui fait que le switch a été pour une logique africaine et subsaharienne. Donc, cette nouvelle configuration, cette reconfiguration du dispositif diplomatique prôné par Sa Majesté le roi Mohamed VI à partir de 2000 a mis l'accent, ou plutôt avait comme credo et comme doxa, une diversification des alliances, un pragmatisme qui fait que la question nationale qui a été plus ou moins un conditionnement des relations Maroc-Afrique depuis 1924 est passée à ce qu'on appelle en filigrane au non-sujet de la coopération africaine dans le cadre d'un pragmatisme politique et économique. Ainsi, le versant régional de cette nouvelle approche diplomatique ambitionne de se forger une posture géostratégique de pays africains porte-étendard de co-développement et de la coopération sud-sud.
Donc, en guise de voilà, en guise de définition, j'ai pas trouvé mieux que voilà donc la politique africaine comme le sillage plutôt global de cette initiative atlantique. Elle a consisté durant les 2020 en des leviers politico-diplomatiques, à savoir le raffermissement des liens bilatéraux avec les pays de l'Afrique subsaharienne, une certaine expansion de réseau et de la carte diplomatique du Maroc au niveau socio-économique, notamment en mobilisant des institutions comme la Fondation Mohamed VI du développement durable, en mobilisant aussi le OCP Africa, le bras régional de l'OCP, dont pas mal d'initiatives à caractère social et à caractère solidaire. Il y avait aussi le levier culturel et culturel, donc, cher collègue Moussa, on en a parlé tout à l'heure. Et aussi, il y a le levier sécuritaire dans la question de la lutte contre le terrorisme au Sahel, entre autres, et l'expertise reconnue, même à l'échelle internationale du Maroc, était le fer de lance à ce sujet-là. Toutefois, au bout d'un quart de siècle de cette politique africaine, le constat fait figure quand même d'une faible intégration et de connectivité entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Là, je fais allusion à un auteur français qui parle de la déconnexion entre l'Afrique et le Maghreb, donc un Francis Sidon, donc qui parle de cette déconnexion. Et pour cela, même le narratif français fait toujours l'association de Maghreb, Afrique du Nord jusqu'à le monde arabe, mais jamais de Maghreb, Afrique subsaharienne. Pour cela aussi, cette déconnexion, l'orientation africaine du Maroc est venue peut-être pour réfuter لتفنيد هذه النظريه ديال القطيعه بين المغرب بلوتو المغارب وافريقيا جنوب الصحراء. Outre, la Banque mondiale fait état d'une absence d'infrastructures de qualité en Afrique, ce qui pénalise la croissance des pays à hauteur de 2% et limite aussi la productivité en entreprise jusqu'à 40%. Aussi, cette question de la mer et de l'économie bleue a fait que la défaillance, ce qu'on appelle la sous-exploitation, est telle que la contribution de l'Afrique au commerce maritime mondial demeure faible avec uniquement 6%. Les coûts de transport logistique représentent 14% de la valeur d'exportation en Afrique selon l'OCDE et atteint jusqu'à 50% pour les pays enclavés comme le Sahel, qui fait un créneau plutôt une dimension phare de cette initiative atlantique marocaine. Alors, dans ce contexte-là, de ce qu'on appelle le porteur et dans un contexte d'une forte demande du point de vue investissement et mise à niveau logistique, le roi Mohamed VI donna une nouvelle impulsion à cette vocation africaine en dévoilant les contours d'une initiative destinée à l'Afrique atlantique et sahelo-saharienne. Donc, pour être bref, Monsieur le Président, je vous propose donc de faire un éclairage sur cette initiative sous forme de la matrice SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats. Donc, quelle est la valeur ajoutée de cette initiative par rapport à l'architecture globale de la coopération maroco-africaine? Que peut-on dire de ses forces, ses opportunités, ses limites et ses perspectives d'évolution, ou ce qui a été qualifié aussi par M. le Président de le que faire pour aller de l'avant et pour amener à bon port cette initiative en termes d'ancrage influent? Merci. Alors, c'est quoi juste cette initiative? Donc, je vous propose un extrait de message de présentation de Sa Majesté de cette initiative. Notre objectif est de transformer la façade atlantique en un espace de communication humaine, d'intégration économique et de visibilité continentale et internationale. À cet égard, nous sommes prêts à compléter les grands projets dans la région du Sud et fournir des services et des infrastructures liées à l'humain et au développement économique. C'est un extrait du discours de Sa Majesté en novembre 2023. En d'autres termes, l'initiative atlantique consiste en la création d'un espace favorable à la coopération et mobilisé comme levier d'intégration pour les pays partenaires, c'est-à-dire les pays subsahariens. J'attire aussi l'attention de nos chers étudiants par rapport à une nuance à faire là aussi, c'est par rapport à cette dynamique de l'initiative. Donc, j'ai dit l'initiative s'adresse aux pays du Sahel et aux pays de ce qu'on appelle le pays de l'espace afro-atlantique. La nuance que je voulais peut-être partager avec vous, c'est à ne pas confondre cette initiative-là avec quelque chose qui est le Komhafat, c'est-à-dire voilà, le Komhafat en français. C'est une organisation déjà internationale, si on parle du point de vue droit international, qui s'intitule la Convention régionale sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique et qui siège même à Rabat depuis 2009.
Le Maroc a adhéré à cette convention, cette organisation régionale africaine, et il est spécialisé, donc on peut la qualifier d'organisation régionale spécialisée dans tout ce qui est l'halieutique et tout ce qui est la réglementation, etc. Et il compte 22 États, donc excepté l'Afrique du Sud, bien sûr, par rapport à l'espace afro-atlantique. Donc, il vise les objectifs par rapport à l'initiative atlantique, il vise à construire une Afrique nouvelle, comme je disais tout à l'heure dans l'extrait de discours royal, fluidifier la connectivité entre les pays africains, pallier à l'insuffisance logistique et infrastructurelle. Au plan politique, l'ambition de ces régions affluentes de l'édifice continental représenté par l'Union africaine, tout en apportant une valeur ajoutée à la zone de libre-échange continentale. Et là, je fais allusion à un élément qui a été soulevé aussi par M. Chouendi, que vraiment là, l'enjeu aussi, c'est d'être dans cette cohérence et d'être dans la stratification. Et peut-être c'est un bas blesse à reprocher à l'initiative jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a un cadre régional qui est celui de des objectifs de l'agenda 2063, normalement dans tout ce qui est l'économie bleue. Et il serait peut-être très pertinent, plus convaincant pour le Maroc qu'il met en exergue, qu'il valorise un peu cette stratification dans le cadre de ce qu'on appelle un agenda régional qui est l'Union africaine. Pour le profil géostratégique, quelque part, comme vous avez parlé du business, M. Abiab a aussi parlé logique de dealing de l'économique, le profil géostratégique de l'Afrique atlantique, on parle d'un certain d'une longueur de 12 000 km à peu près de Maroc jusqu'à le cap de la Bonne-Espérance. On parle de 23 pays et 3 sous-régions, Maghreb, Afrique de l'Ouest, Afrique australe et Afrique centrale aussi, quelques pays. L'espace représente 46% de la population africaine, génère 55% du PIB continental et réalise 57% du commerce interafricain. De l'autre côté, alors, le PIB des poids lourds économiques, alors on est haut par rapport à ce qu'on appelle l'architecture de la puissance régionale. L'Afrique du Sud, il est le leader, le Nigeria, le Maroc, il est classé le 3e, l'Angola le 4e, la Côte d'Ivoire le 5e, le Sénégal le 6e. Tout en prenant, comme on dit, proportion gardée par rapport à ce qu'on appelle la démographie, parce que vous pouvez s'étonner en voyant le Sénégal, il est au 6e, mais si on parle logique développement, peut-être il serait dans la 2e position. C'est par rapport à la démographie et par rapport à ce qu'on appelle le PIB. L'intérêt géostratégique pour les forces de cette initiative marocaine, il vise l'impulsion de la coopération sud-sud et l'intégration régionale. Et l'autre enjeu aussi, c'est la diversification. Et là, je mets l'accent sur ça parmi les bablesses qui ont été peut-être... Ah, oh. Ah, oh là là. Alors, en guise de conclusion, ouais, bien que cet atout la logistique du Maroc qui fait que le Maroc il est plutôt classé le premier en termes de services portuaires avec le Tangimet, notamment après le 2012, mais ça n'empêche que des défis quand même persistent devant là. Et là aussi, le port de Dakhla il a été relevé. Finalement, je peux dire que l'opérationnalisation de l'initiative suppose un effort d'investissement en infrastructure. Le Maroc aussi est appelé à communiquer davantage sur le projet et à mettre en exergue son identité comme un projet inspiré des notions de l'économie de partage et d'exploitation des océans et de la mer. En guise de et aussi la coordination et la mise en convergence et en harmonie de tous les projets, de toutes les actions aussi de mise là-dessus. Et en conclusion, force est de conclure que l'initiative atlantique devenue le processus atlantique africain constitue une forme d'expression d'une nouvelle orientation prenant l'économie bleue. Il demeure aussi un choix stratégique et intervient à point nommé pour donner une nouvelle impulsion à la politique africaine après un quart de siècle de son lancement. Un tel ancrage afro-atlantique du Maroc peut ouvrir de nouvelles perspectives devant les ambitions d'élargissement de son influence dans la région, surtout que l'Afrique australe demeure la principale poche de résistance au projet africain du Maroc et les intérêts nationaux du Maroc sur la scène politique africaine. Autrement dit, si je voulais peut-être être de ce qu'on appelle le package deal marocain en Afrique pour peser dans la balance, il me faut de la démocratie. Et je pense que pour peser avec l'Afrique du Sud, par exemple, les Rwanda et d'autres pays émergents là-dessus, il faut peut-être une entrée de ce qu'on appelle de mettre à contribution la politique intérieure au service de cette politique étrangère, tout en consolidant les réformes politiques engagées depuis 2000 et pour s'affirmer de plus en plus comme un facteur critique de succès, de compétitivité du projet africain du Maroc, et ce afin de rendre le package deal marocain plus convaincant et influent sur la scène africaine. Et merci de votre attention. شكرا.
شكرا سي أنوار. اعتبر بأن المبادرة الأطلسية للمغرب هو دعامة للاندماج التنافسي في إفريقيا. هذه أهم نقطة تحدث عنها. طبعا نقترب